Bienvenue à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue sur Awalas TV. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Sans Frontières. Il est 18h30 en Algérie, 19h30 en France. Bienvenue à vous, je vous rappelle, suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page Facebook et la page YouTube d'Awalas TV notamment pour revoir nos émissions. Alors hier, nous avions consacré tout un rendez-vous, notamment sur notre pays, l'Algérie, avec ces annonces qui ont été faites par le patron de Gil Jadid, Sofiane Djilali, et cette rencontre avec le président Tebboune. Aujourd'hui, direction les Comores. Vous allez voir sur cette carte, cet archipel des Comores, qui est un ensemble d'îles de l'océan Indien, exactement situé au sud-est de l'Afrique, entre le littoral nord mozambicain et la pointe nord de Madagascar. Donc 3 îles que vous avez ici, Grande Comore, Anjouan, Mohéli. Et puis Mayotte, où il y a toujours un débat. Mayotte est toujours, bien évidemment, un département français, si je ne me trompe pas. Notamment, l'île dont on va parler donc, a eu son indépendance en 1975. On va y revenir avec mes invités. On va parler des Comores, notamment on va parler de cet ex-président. Un président qui est aujourd'hui isolé depuis 2 ans. Il n'a pas rencontré sa femme, ses 7 enfants, ni encore moins son avocat. Il est en résidence surveillée. On va y revenir longuement. Le titre Comores, un glissement vers la dictature. On va revenir notamment sur ce président de coup d'État en coup d'État, notamment en 1999, et ça continue encore aujourd'hui avec un changement de constitution. Nos invités vont en parler. Sachez qu'aux Comores, donc, c'est une présidentielle donc, qui est renouvelée normalement tous les 5 ans, avec donc une tournante, c'est-à-dire que dans chaque île, un président est élu par les 3 îles qui constituent les Comores, et que ça puisse tout simplement tourner pour une démocratie, pour le respect des habitants de chaque île, et nos invités vont en parler bien évidemment dans le détail. Avec nous donc étudiante en droit, c'est la fille donc de l'ex-président comorien Ahmed Abdallah Sambi. Bonjour Tislam Sambi, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. Avec grand plaisir, c'est ça, Awalas TV, c'est aussi de parler un peu de ces situations et de dire et de dénoncer tout simplement les choses avec vous. Quel plaisir aussi de l'accueillir, merci d'avoir pris du temps. Maître Jean-Gilles Halimi, bienvenue à vous. Bonjour. Merci infiniment. Je rappelle donc que vous êtes avocat et vous êtes notamment donc l'avocat du président comorien Ahmed Abdallah Sambi. Alors moi j'ai toujours du mal à dire ex quand on est président. On est président à vie. On est président à vie, donc du président comorien Ahmed Abdallah Sambi. On va revenir sur la situation de votre père, ce président donc qui a été élu en 2006 si je ne me trompe pas, jusqu'en 2011 pour 5 ans. C'est un homme, alors moi en travaillant sur ce dossier, que je ne connaissais très peu en tout cas, de loin, je me suis rendu compte que c'est un homme aimé du peuple, c'est un homme vraiment qui est apprécié. Sa particularité, on va y revenir, c'est que lorsqu'il a été élu, il n'appartenait à aucun parti, c'est vraiment le peuple, ce sont donc ses idées, son intégrité et son éthique. On sait très bien que dans le monde, c'est très difficile maintenant d'être élu et d'être acclamé comme ça a été le cas, on en verra quelques images. Votre papa, donc 2 ans, que vous n'avez pas vu depuis le 18 mai 2018. Mai 2018, il a été mis en résidence surveillée, puis à partir du 20 août 2018, il a été mis en détention provisoire. Une détention provisoire qui continue jusqu'à aujourd'hui. Comment va-t-il, votre père ? Alors ça, c'est une très grande question. Comme vous l'avez dit, cela fait 2 ans que je n'ai pas vu mon père. Et c'est aussi le cas pour ma mère, pour mes frères et sœurs. Mon père est détenu illégalement sur l'île de Moroni. Je tiens ici à préciser que, comme vous l'avez expliqué, les Comores, c'est une archipel. Nous sommes plusieurs îles. Et mon père est originaire de l'île d'Anjouan. Toute sa famille, ses proches, ses amis se trouvent sur l'île d'Anjouan. Et il a aussi des proches, des amis, des sympathisants sur les autres îles. Et actuellement, depuis 2 ans, il est détenu sur l'île de la Grande Comore, à Moroni. Une maison qui est une maison de passage, une maison dans laquelle il passe 1 mois, 2 mois par an. C'est dans cette maison-là qu'il est détenu, depuis maintenant 2 ans. Donc même la famille, c'est très compliqué pour aller lui rendre visite. Il a 3 sœurs qui n'ont pas pu y aller, qui n'ont pas pu se déplacer pour aller dans l'autre île pour lui rendre visite. Donc il est complètement isolé, séquestré, et nous le verrons, je pense, dans l'illégalité la plus totale.
Alors on dit clairement que son état de santé aujourd'hui s'aggrave, qu'il doit aussi subir notamment des interventions, dont ces interventions ne sont pas possibles aux Comores notamment, mais malheureusement pour aller vite personne ne l'écoute et encore moins ce président entre guillemets, parce que là c'est ici et notamment sur cette chaîne on le dit clairement, ce président entre guillemets, on va y revenir, hein, qui s'est imposé donc pour être donc aux hautes instances des Comores. Donc personne ne l'écoute, son état de santé s'aggrave et aujourd'hui il est dans une situation très difficile. Son état de santé est assez instable. Alors au début, une partie, il y avait certaines personnes qui considéraient que c'était faux, qu'il n'était pas malade, mais nous sommes arrivés à un stade où la question de savoir s'il est malade ou non, la question ne se pose même pas, la réponse est oui. D'ailleurs, nous avons une ordonnance du juge d'instruction qui l'autorise à aller se faire soigner à l'extérieur. Je pense que Maître y reviendra un peu plus en détail. Et cette ordonnance n'a jamais été appliquée. Alors, s'agissant de son état de santé, nous avons fait le choix, la famille a fait le choix de ne pas donner des informations sur sa santé, parce que déjà c'est confidentiel, parce que certaines personnes dans le passé, il y a quelques mois, s'étaient autorisées à commenter son état de santé, à en parler comme si c'était des médecins ou comme s'ils avaient accès à son dossier médical, ce qui n'est pas le cas, je l'espère en tout cas. Et nous avons fait le choix de ne pas parler de ces rechutes qui sont assez fréquentes. Son médecin traitant est assez inquiet puisqu'il peut passer 2-3 jours où il va bien et faire une rechute. D'ailleurs, pendant le mois de Ramadan, il a fait 2 rechutes graves et je sais que les Comoriens veulent connaître son état de santé. Et voilà, tout ce que je peux dire, c'est que son état de santé est instable, qu'il est souvent sujet à des rechutes qui sont quand même graves. Et cet état de santé nous inquiète le plus profondément, puisque même en reconnaissant qu'il est malade, on ne l'autorise pas à avoir accès à des soins. Je ne sais pas dans quel monde on vit pour reconnaître qu'une personne est malade, mais qu'elle ne doit pas, ou qu'elle n'a pas le droit, ou qu'elle ne devrait pas bénéficier de soins médicaux. Maître Halimi, une première question pour vous. Vous n'avez pas vu votre client maintenant depuis... Depuis 2 ans, puisqu'en fait je suis intervenu aux Comores au moment de la résidence surveillée. Nous avons avec mon confrère Mahamoud qui est sur place, nous avons déposé à l'époque une demande de mise en liberté puis d'annulation de la circulaire de résidence surveillée. Nous n'avons pas obtenu gain de cause et depuis 2 ans je n'ai pas vu le président Sambi. Pourquoi vous n'y avez pas accès, je suppose, un peu comme la famille, vous ne pouvez pas entrer aux Comores, la justice ne vous laisse pas. Alors cette justice, on va y revenir, hein, parce que ce que j'ai bien cerné, c'est aussi une justice du téléphone. Pour aller un peu vite, à moins que vous me contredisiez, vous ne pouvez pas avoir accès à votre client, le rencontrer. Non, je ne pense pas qu'en fait on puisse parler comme cela, dans la mesure où de toute façon, il y a mon confrère Mahamoud qui a accès justement aux visites et puis qui peut rendre visite au président Sambi. Moi, par contre, en tant que Français, j'ai demandé à être entendu justement par le juge d'instruction et qu'à chaque fois qu'il y a des convocations, le juge d'instruction ne me les adresse pas. Mais il n'empêche que j'ai essayé d'intervenir justement lorsqu'il y avait la conférence des bailleurs et de rencontrer à ce moment-là le président Azali pour pouvoir parler avec lui. J'ai postulé pour pouvoir justement intervenir à cette conférence des bailleurs. Je n'ai pas pu intervenir et on m'a refusé l'accès. Voilà. Sinon, avoir accès au président Azali en tant qu'avocat, je pense que c'est toujours possible, bien que les embûches sont quand même importantes, pas en ce qui me concerne, mais en ce qui concerne par exemple Maître Mahamoud, dans la mesure à un moment donné, il y a eu une plainte dirigée contre lui par le parquet, par le procureur de la République, effectivement, sur Moroni, qui s'est adressé au bâtonnier de Moroni pour demander justement l'exclusion de Maître Mahamoud. Donc en fait, il y a quand même toute une série d'embûches pour exercer la défense du président Sambi. C'est un pays où on n'a pas envie quelque part de lui donner justice. Pour l'instant, depuis 2 ans,
pas de procès réel. Il est en attente totale. C'est un homme qui est isolé. C'est assez. Enfin, je veux avoir votre analyse depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'en fait, la justice, elle existe aux Comores dans la mesure où en fait, il y a des institutions, il y a un code pénal, il y a un code de procédure pénale, et la justice pourrait exister aux Comores. Elle n'existe pas. Pourquoi nous n'y avons pas accès? Parce que il est impossible de faire application justement de règles démocratiques et de règles judiciaires aux Comores, dans la mesure où en fait, ne serait-ce que la détention du président Sambi ne pouvait être renouvelée qu'une seule fois et d'une période de 4 mois, c'est-à-dire qu'il a été détenu pour une période de 4 mois. À partir de août 2018, il ne pouvait être renouvelé, si vous voulez, qu'une seule fois pour une période de 4 mois, et à partir du 20 avril 2019, il devait être libéré, puisque l'article 145 alinéa 2 du Code de procédure pénale comorien ne permet pas une détention au-delà. Donc il y a eu un simulacre de justice, et c'est en ce sens que la justice n'est pas appliquée aux Comores, parce que, et je me suis adressé même au président, vous parlez de dictature aux Comores, mais même je me suis adressé au président Macron ici, et je me suis adressé également au ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, pour dénoncer justement ces pratiques. À aucun moment, justement, il y a eu une réponse, même pas un accusé-réception, pour leur dire de toute façon le droit n'est pas appliqué, intervenez. Or, il y a une façon, si vous voulez, d'évacuer, on ne répond pas. Alors qu'en fait, il s'agit de droits de l'homme, il ne s'agit pas d'ingérence particulière, mais on ne répond pas justement aux sollicitations justement concernant les droits de la défense. Alors justement, on sait que l'international a beaucoup de mal sur certaines situations. Je travaille énormément sur l'Algérie, mais pas que. L'international a beaucoup de mal à se positionner, mais on va revenir dans quelques instants, notamment sur ces déclarations, ces décisions, ces ordonnances, notamment de l'ONU. Selon vous, pourquoi ce silence de Jean-Yves Le Drian, entre autres, mais je pense que c'était la même chose du temps de Sarkozy ou de Hollande, pour parler un peu sur la situation en général, même si, en ce qui concerne donc, le président Sambi, il s'agit effectivement de Macron. Pourquoi ce silence? Alors, on n'en sait rien pour l'instant. On suppose qu'en fait, Azali est protégé par toutes par la diplomatie française notamment, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un événement en France, ne serait-ce que par exemple pour l'enterrement de Jacques Chirac, on l'a vu être tapoté sur le dos par le président Macron. Donc on a l'impression qu'en fait cet homme bénéficie d'une protection de la part de la diplomatie française et qu'en fait il y a une chasse gardée. J'avais été entendu par le rédacteur en chef du Canard enchaîné qui avait rédigé un article à ce moment-là et qui avait suspecté éventuellement des intérêts économiques parce que les Comores, c'est un des endroits les plus pauvres effectivement de l'Afrique, mais aujourd'hui on a trouvé des gisements, que ce soit des gisements de pétrole ou de gaz, je ne sais pas exactement, mais effectivement ça prouve l'intérêt du président Azali pour se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Au-delà des possibilités, il n'a pas eu tout faux, le président Azali, puisqu'en fait, on l'a vu à une certaine époque, justement, alors qu'en fait, il était putschiste et qu'il a été, par la suite, il s'est maintenu. La dernière élection, l'avant-dernière élection plutôt, il a eu quand même le soutien du président Sambi pour être réélu. Donc il n'y a pas eu, si vous voulez, de difficultés à ce moment-là. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, alors qu'en fait il avait créé les accords de Fongboni qui permettaient d'avoir des tournantes et d'avoir des présidences tournantes entre les différentes îles. 2001, si je ne me trompe pas. Voilà, et d'asseoir quand même les Comores sur une sorte de légitimité, justement pour que justement cette démocratie puisse circuler entre les différentes îles de l'archipel. Il n'empêche qu'aujourd'hui, eh bien, il se maintient au pouvoir au-delà de ce qui était possible et il a complètement détruit les accords de Fongboni. Je pense on en parlait tout à l'heure, en off avant l'émission, on aura aussi le plaisir de consacrer un numéro vraiment peut-être sur la géopolitique, mais vous parlez aussi de ces mines pétrolières, cette richesse qui se découvre il y a quelque temps et qui a des enjeux, qui crée des enjeux, qui génère des enjeux notamment pour Azali, qu'il puisse rester au pouvoir. Peut-être quelques mots sur Azali. Donc déjà en 99, il y a un coup d'État, on en parlait tout à l'heure, alors je sais que vous pouvez aussi nous apporter quelques éléments. Il était soutenu, élément de réponse, je vous donne la parole de suite, il était soutenu aussi par votre père, par le président Sambi. Par le Parti de Joie. Par le Parti de Joie. On en verra quelques images. Voilà, il était soutenu par le Parti de Joie en 2016 et grâce à cette alliance qui a été mise en place au second tour, il a été réélu président de la République en 2016, de 2016 à 2021. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote,
cette maison où mon père est détenu, cette même maison où actuellement mon père est détenu, c'est dans cette maison-là que le président Azali était venu demander le soutien de mon père pour les élections de 2016. Donc c'est vrai que moi, en tant que la fille de Sambi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on puisse aller vers une personne, lui demander son soutien pour des élections aussi importantes que des élections présidentielles, pour que finalement, au bout de 2 ans à peine, on puisse enfermer une personne, parce que la résidence surveillée, elle a été elle a été signée par un secrétaire du ministère de l'Intérieur, du président Azali, et que le président Azali récemment a reçu une lettre de mon père dans laquelle il s'est expliqué, dans laquelle il veut le prendre à témoin par rapport à toutes ces injustices qu'il subit. Et donc toutes ces actions, quand on regarde, on prend le recul de ce qui s'est passé, on se pose quand même des questions. Comment on peut, en 2016, aller vers une personne, lui demander son aide pour que 2 ans plus tard, son ministre de l'Intérieur l'enferme illégalement? Nous avons une décision de l'ONU et de l'Union africaine qui ont expressément demandé à ce que mon père soit libéré. Et ces décisions n'ont jamais été appliquées. Et maintenant, dans le cadre de cette détention qui n'a aucune fin, une détention qui est en dehors de tout cadre juridique, une détention qui ne respecte pas les délais légaux maximum de notre pays, nous, la famille, nous sommes dans l'incertitude la plus totale. Nous sommes dans une insécurité juridique que que vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, moi, mon père, il a déjà passé 3 ramadans en prison, il a déjà passé 2 ans en prison. Le 5 juin dernier, c'était son anniversaire, c'était le 3e anniversaire qu'il fêtait en prison, et nous ne savons pas jusqu'à quand. Parce que les règles juridiques, le code pénal comorien, est là, justement, pour nous dire... Mais il est bafoué quelque part. Est-ce que d'abord, au moment, les téléspectateurs le savent, au moment où nous enregistrons cette émission, nous sommes le 5 juin. Oui, c'est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui, donc on a une pensée à votre père et on lui souhaite un joyeux anniversaire, bien évidemment. La justice dont vous parlez, quelque part, elle n'existe pas. Vous êtes dans l'incertitude. Alors là, je fais appel à l'avocat, au juriste que vous êtes. Et puis peut-être vous, en tant que juriste, en tant que connaisseur aussi du dossier, ce personnage, Azali, il arrive coûte que coûte à rester. 99, déjà un coup d'État. Nouveau coup d'État. Alors je rappelle qu'il ne faisait pas partie des primaires. Il y a eu ces primaires-là. Il a réussi tout de même à s'imposer en tant que président. D'un côté, c'est un homme aussi puissant dans un sens. Et il était aussi face à votre père, qui est un homme fort. Un homme qui fait peur parce qu'il est aimé du peuple. Il est très populaire. Oui, effectivement, de toute façon, c'est sa popularité qui gêne le plus Azali, puisqu'en fait, la notion de résidence surveillée, la décision de résidence surveillée fait suite à soi-disant des troubles à l'ordre public. En sortant de la mosquée, le président Sambi a été applaudi et en fait, les citoyens ont entonné l'hymne national. Ça n'a pas plu à Azali, et puis qui a décidé dès le lendemain d'envoyer même pas une circulaire du ministère de l'Intérieur, d'un secrétaire du ministère de l'Intérieur, totalement illégal et totalement arbitraire. C'est ce qu'a décidé d'ailleurs l'OUA et ce qu'a décidé l'ONU, donc une décision totalement arbitraire. Alors, en ce qui concerne la justice, bien sûr qu'elle n'existe pas. C'est la raison pour laquelle j'ai porté plainte auprès du procureur de la Cour pénale internationale pour atteinte aux droits de l'homme, pour le fait que, justement, aujourd'hui, la justice n'a aucun droit et que les avocats ne peuvent pas intervenir. La protection du droit, la protection, effectivement, des textes, c'est quelque chose d'extrêmement important pour pouvoir, justement, ne pas être sous le coup de l'arbitraire. Aujourd'hui, le président Sambi est détenu arbitrairement, c'est pas autre chose. Et quand on voit justement que les coupures de presse que l'on a avec l'intervention du ministre de la Justice, Mohamed Hussein, qui indique clairement c'est Azali qui décide ce qui doit arriver à Sambi. C'est Azali qui décide. C'est-à-dire que vous avez un article calqué sur la Constitution française, qui a eu énormément d'influence sur toutes les constitutions africaines, mais l'article 28, ce que vous pouvez retrouver de la Constitution africaine, précise bien que de toute façon, il y a une séparation des pouvoirs depuis le XVIIIe siècle, comme cher à Montesquieu, c'est-à-dire entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Et que l'exécutif ne peut pas empiéter sur les décisions judiciaires et sur les procédures judiciaires. Or, on voit que c'est totalement différent. Autre exemple également, un des magistrats de la Cour d'appel, le président de la Cour d'appel, le président Jeannot,
qui a été limogé parce qu'il avait fait entendre justement sa détermination à nettoyer la maison justice et notamment à libérer Sambi, contre lequel il avait compris en tant que président de la cour d'appel de Moroni qu'il n'y avait absolument aucune charge, aucune preuve en ce qui concerne des poursuites contre Sambi. Il a été limogé. Pourquoi ? Parce que justement, son intention de libérer Sambi n'a pas plu au président Azali. Donc, immixtion de l'exécutif sur le judiciaire, contrairement à l'article 28 de la Constitution comorienne. C'est la raison pour laquelle j'ai saisi le parquet, le procureur de la CPI, de la Cour pénale internationale, pour intervenir sur ces atteintes aux droits de l'homme. Et c'est un crime contre l'humanité. La Cour pénale internationale définit une telle immixtion comme un crime contre l'humanité. Vous parliez de ce rendez-vous. Alors, je vais inviter donc Abdellah à nous diffuser, à nous envoyer la vidéo numéro 3, justement. C'était le 18 mai à Moroni. Et c'était voilà, c'était ce jour, effectivement, où votre père a été... C'était cette scène je pense que les téléspectateurs vont pouvoir la suivre et vont pouvoir comprendre d'eux-mêmes. Vous allez voir les images. C'est cette scène qui aurait occasionné un trouble à l'ordre public qui aura valu à mon père 3 mois de sa vie. Et aujourd'hui, 2 ans. Et on inclut la détention provisoire qui s'en est suivie. Donc, ces quelques images, ces quelques secondes lui ont valu 3 mois. 3 mois où il était enfermé, isolé, où on ne pouvait pas le voir. Et je trouve ça quand même totalement scandaleux, à titre personnel. Et ça, je pense que ce n'est pas la fille qui parle, c'est la citoyenne comorienne que je suis. Et je pense aussi. Je pense que chaque citoyen dans le monde, le fait qu'il y ait une hymne nationale qui soit entonnée devant le président Sambi ou devant moi, ou l'hymne national qu'elle soit entonnée devant Maître Halimi ou l'hymne algérienne, ne devrait pas constituer un trouble à l'ordre public. Voilà, donc on vous entend aussi, Tislam Sambi. Donc c'est ce 18 mai, et vous le disiez donc justement à la fin de ce moment, à la sortie. Exactement, à la sortie de ce moment, c'est cet événement, ces quelques minutes qui auront valu à mon père 3 mois de détention provisoire, de résidence surveillée. Voilà, je vais demander à Abdellah en régie justement peut-être de nous avancer, de nous préparer la fin, et on va voir, on enverra quelques images au moment où c'est prêt. Voilà, on va envoyer ces images et on va écouter effectivement sa sortie et cet hymne qui a été chanté. C'est plutôt un moment festif. Lorsque mon père se déplace dans une mosquée, parce que mon père, avant d'être président de la République, je tiens à le préciser, mon père est un théologien qui a fait ses études à Médine, en passant par l'Iran et le Soudan. Et c'est en 1986 qu'il est revenu dans notre pays, aux Comores, et qu'il a commencé ses prêches religieux. Donc, il était connu, avant même d'être président, comme un prédicateur religieux dans les différentes îles, même à Mayotte. Et mon père n'a jamais fait de la politique, il avait des activités commerciales, et on a même des entreprises de fabrication de matelas, une parfumerie Sambi, une usine de fabrication d'eau et de vente d'eau potable. Et mon père était un entrepreneur, un théologien, entrepreneur avec des activités commerciales. En 2006, il s'est présenté aux élections présidentielles de notre pays en candidat indépendant.
un candidat du peuple et il a gagné ces élections. Face à 2 autres candidats, il a eu 58% des votes. Et après 2011, il a été président de 2006 à 2011. Après 2011, mon père n'a plus jamais occupé une fonction politique. Alors c'est intéressant ce que vous dites là, dans ce contexte politique international, c'est qu'à son élection, il n'appartient pas à un parti. Non. Il décide tout simplement, pour aller vite, de vouloir changer ce monde, de vouloir se présenter, et puis il n'appartient à aucun parti. On verra quelques images justement du parti Joua, qui veut dire soleil. Exactement. C'est ce que vous me disiez notamment hier en préparant un peu ce rendez-vous. C'est assez extraordinaire. Et il a été élu, donc c'est réellement, il est issu du peuple. Exactement. Il est issu du peuple et jusqu'à aujourd'hui, il a été président. Il a fini son mandat depuis 2011. On est aujourd'hui en 2020 et mon père est toujours aimé, admiré par la plupart, je ne dirais pas tous les Comoriens, je n'ai pas cette prétention-là, mais par la majorité des Comoriens. Lorsqu'il arrive à l'aéroport Haaya ou à l'aéroport de Wani de notre île d'Anjouan, il est acclamé, il est accueilli par une foule qui est nombreuse et cette popularité a créé une jalousie d'une puisque vous disiez de la... tout à l'heure, je vous gardez la parole, mais c'est qu'à un moment donné, quand on a un chef d'État ancien ou actuel et puis que votre père est là, bon... On ressent la différence. Oui. Mais est-ce que c'est de sa faute? Moi, je pose la question. Est-ce que c'est de la faute de mon père, qui est des sympathisants, des gens qui l'aiment, qui l'acclament à chaque fois qu'il passe quelque part? Est-ce qu'il faut le maltraiter, l'humilier, le séquestrer pour cela? Est-ce que... moi, à chaque fois, je dis quelque chose. Pour qu'une population aime un politicien ou un homme, on ne peut pas les forcer. On ne peut pas aimer une personne ou un groupement de personnes à aimer une autre personne. Ça ne se force pas. Donc, que ces politiciens-là ou que ces personnes-là qui ont une jalousie par rapport à la popularité de mon père fassent des choses pour les Comoriens, pour que les Comoriens les aiment aussi. Je ne pense pas que mon père a le monopole de l'amour du peuple comorien envers les politiciens comoriens avant, maintenant ou après ou à venir. Donc il suffirait de faire quelque chose de bien pour la population, que la population le reconnaisse et que la population en soit reconnaissante. Oui, surtout pour que les téléspectateurs comprennent un peu ce qui se passe aux Comores, c'est qu'il n'y avait pas un enjeu de réélection, sachant qu'on est d'accord qu'il n'y avait pas une possibilité d'être élu, donc il n'y avait pas d'intérêt personnel en ce qui concerne, notamment politiquement, concernant le président Sambi, qui est votre père. Les chefs d'accusation, maître, qu'est-ce qu'on reproche? Peut-être une autre partie de ce rendez-vous. Les chefs d'accusation, justement, c'est très bien que vous interveniez à ce sujet, parce que d'abord, j'ai ici justement le chef d'inculpation qui date du 20 août 2018. Alors déjà, je voudrais souligner que l'inculpation, pour des faits, c'est d'avoir à Moroni courant 2017. Je vous rappelle que le président Sambi a exercé son autorité aux Comores de 2006 à 2011. Donc déjà 2017, il n'était plus président. Donc c'est vraiment une gageure d'indiquer ceci, parce que les faits sont prescrits de toute façon, parce que sur la présidence elle-même qui s'arrête en 2011, on ne peut pas le poursuivre en 2018. C'est impossible. Et alors, il y a par un stratagème, si vous voulez, qui est vraiment scandaleux, inculpé d'avoir à Moroni courant 2017. Même le bâtonnier de Moroni, j'ai lu un article dans Al-Watouane à l'époque, qui précisait que de toute façon, les faits à l'encontre de Sambi étaient prescrits, étaient couverts par la prescription. Alors les faits sont ceux-ci, d'avoir orchestré, prescrit, monté un système mafieux de vente illégale de passeports comoriens à des étrangers, en contrepartie d'argent qui tombait entre les mains de personnes mafieuses ou autres, etc. On l'accuse de corruption, on l'accuse d'avoir promulgué une loi qui permet, si vous voulez, la vente de passeports auprès de populations des Émiratis, des Émirats arabes unis, dont ils ne veulent pas donner la nationalité émirati et qui étaient prêts à payer justement ces passeports auprès des Comores. Les Comores étant un archipel assez pauvre, étaient intéressés par ce genre d'intervention, dans la mesure où il y avait 4000 familles qui devaient être régularisées et les passeports devaient être payés. Il ne s'agissait pas de vente de passeports individuels, il s'agissait en fait d'une globalité et de faire acquérir justement cette nationalité à des populations bédouines qui vivaient aux Émirats et qui n'étaient pas couverts par une nationalité. Donc c'était intéressant financièrement pour les Comores, et ça a permis de développer l'île d'une certaine façon. Moi, j'ai eu la chance, et tout à fait par hasard,
dans d'autres activités, justement, de pouvoir me rendre compte d'investissements qui avaient été payés par les Comores à l'époque, auprès de sociétés françaises, notamment Colas, pour la restructuration de routes sur BTP toutes les îles. Voilà. Eh bien, j'ai envoyé aux magistrats, justement, la preuve de ces contrats et la preuve de ces paiements vis-à-vis de la société Colas. Et d'autre part, on voit véritablement que les faits qui sont reprochés au président Sambi sont des faits qui ne recouvrent rien, puisque tout l'argent qui a été payé par les Émiratis a été déposé auprès de la Banque centrale des Comores. Le président lui-même, que ce soit d'ailleurs le président Sambi, que ce soit le président Ekililou par la suite, que ce soit aujourd'hui le président Azali, n'ont pas de pouvoir pour gérer ces fonds. Absolument aucune possibilité de gérer justement ces fonds. Le président Sambi a obtenu justement, a eu cette couverture de fonds pendant une période de 2 ans de présidence. Monsieur le président Ekililou, 5 ans. Et aujourd'hui, monsieur le président Azali, pendant 4 ans. Et on a justement un travail qui n'est ni fait ni à faire de la part de l'actuel juge d'instruction, parce qu'on ne sait pas, ça s'arrête en 2015, alors qu'en réalité, ces faits qu'on lui reproche, depuis 2011, il n'est plus président. Donc on connaît exactement l'argent qui a été déposé auprès de la Banque centrale pendant les années où le président Sambi était président, où il exerçait. Et donc aujourd'hui, on a apporté toutes les preuves. Il n'y a pas un détournement de fonds. Oui, ce qui est intéressant aussi, ce que vous me disiez, je rentre dans le champ, excusez-moi, je m'excuse auprès des téléspectateurs, j'ai un peu la bougeotte, qu'il a été aussi soutenu, en tout cas ses ministres des Finances ont dit les choses. Exactement, parce que dans cette instruction qui est totalement à charge contre mon père, cette instruction qui porte sur la loi de la citoyenneté, une loi qui, je rappelle, est toujours appliquée aujourd'hui et qui a été appliquée depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 11 ans. Et le juge d'instruction, dans ces 11 ans, il ne s'est intéressé qu'aux 2 ans et 2 mois de Sambi. Il a complètement occulté les 5 ans d'Ikililou. Et bien sûr, nous n'avons rien entendu par rapport aux 4 ans du président actuel. Donc dans ces 2 ans, moi je reviens dans les 2 ans et 2 mois de mon père, du président Sambi. C'était le ministre des Finances qui était l'ordonnateur, qui pouvait déplacer, gérer des fonds de la citoyenneté économique, les fonds publics en général. Je tiens à rappeler que cet argent de la citoyenneté économique est devenu la 4e richesse du pays, la 4e source de richesse, exactement, de notre PIB. Et pendant les 2 ans et 2 mois, les ministres des Finances de mon père, les 2 seulement, ils étaient 3. Le président qui a suivi n'a jamais été entendu alors qu'il était ministre des Finances de mon père. Les 2 qui ont été entendus, M. Mamadou et M. Dessart, ils ont explicitement expliqué aux juges d'instruction que c'était eux qui géraient l'argent public et que Sambi, et ça vous pouvez le retrouver dans la lettre que mon père a adressée au président Azali, que Sambi n'interférait jamais dans la gestion de ces fonds publics. Donc moi, aujourd'hui, je ne comprends pas que même les personnes qui géraient cet argent disent que Sambi ne nous a jamais ordonné de faire quelque chose d'illégal et que mon père soit quand même entendu et soit toujours humilié parce qu'il en va de son honneur. Il en va de sa personnalité. On l'a sali au niveau international. Moi, lorsque je tape le nom de mon père sur Internet, je vois des articles de plusieurs médias qui disent soupçonner, machin. Oui, mais alors, venons et regardons ce qu'il y a exactement contre mon père. Et il n'y a rien. Dossier vide. Le dossier est vide. Le dossier est vide. Et ça, je ne le dis pas parce que je suis sa fille. Je ne suis pas la seule à le dire. Les Comoriens l'ont compris. La majorité des Comoriens l'ont compris. Et je pense qu'à l'heure actuelle, même les institutions internationales et les États commencent à comprendre qu'en cumulant toutes ces irrégularités de procédure, avec un dossier aussi vide, et lorsqu'on regarde la personnalité de mon père, que c'est un opposant encombrant, on comprend très bien qu'il y a anguille sous roche et que la justice comorienne ne fait pas son travail. Un homme opposant, on va revenir bien évidemment avec vous, maître, dans quelques instants. D'abord, on va parler de ces décisions, ces ordonnances. Il y a l'ONU, il y a aussi le rapport, vous l'évoquez à l'instant de Doul Kamal. Il y a aussi cette ordonnance judiciaire pour cette liberté provisoire. Et puis, nous parler un peu de ce dossier ou ces chefs d'accusation. Pour être clair, c'est un peu du vent. Vous le disiez, un opposant qui fait peur. Lorsqu'il était élu, il n'appartenait à aucun parti. En 2013, vous allez voir que c'est 1600 adhérents
d'adhésion en une En semaine. une semaine, oui. En une semaine, ce qui est assez C'est extraordinaire. devenu Donc le plus grand parti du pays. Alors que c'est un pays, on va dire, un peu récent quand même, puisque les de 2013 par rapport aux autres pays dans le monde, ou dans les autres partis, dans le monde où les partis politiques ont 10 ans, 20 ans, 30 ans d'existence. Donc, Au stade du Missiri, précisément, c'était en novembre de 2013, c'était l'inauguration du parti Joua, qui veut dire soleil. Je vous laisse. De très belles images émouvantes. Il nous reste une trentaine de minutes d'émission, donc on va avoir le temps. Mais comme ça, à chaud, c'est un homme aimé. On est en 2013, donc c'est récent, en 2013. Quel chef d'État aujourd'hui, dans le monde, puisse avoir autant de monde derrière lui, tel, je sais pas, tel un Michael Jackson ou un Johnny Hallyday. Enfin, comment, objectivement, c'est peut-être difficile, mais comment vous pourriez parler de cet homme et puis de ce père? Comment il a réussi à être aimé? C'est qui? C'est son intégrité, son honnêteté? Il est proche des gens? Exactement. Mon père, c'est quelqu'un de très humain, qui a des vraies valeurs. C'est un prédicateur religieux, donc c'est un croyant. Et je pense que de là où il est, c'est ça qui le fait tenir. C'est sa croyance, ses prières. Et je pense que les Comoriens ne sont pas dupes. Lorsqu'on est bon, ils le reconnaissent. Et lorsqu'on n'est pas bon, ils le reconnaissent aussi. Et pour ce qui est de mon père, je pense que la majorité des Comoriens savent que c'est quelqu'un de bon. C'est quelqu'un d'humain, c'est quelqu'un qui a des valeurs. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que même dans 10 ans, dans 20 ans, il sera toujours autant aimé parce que pendant les 5 ans où il a été là, les Comoriens lui sont reconnaissants. Et même après, ils lui montrent leur amour. Votre père voulait absolument rentrer.
Il disait toujours je n'ai pas peur de la justice, mais j'ai peur de l'injustice. Lorsque les premières menaces ont commencé à fuser, oui, tu vas être enfermé, oui, tu vas être emprisonné à vie, mais en même temps, on lui disait la justice comorienne veut entendre sur cette affaire de la citoyenneté économique. Mon père a dit je n'ai rien à me reprocher et moi je n'ai pas peur de la justice, mais j'ai peur de l'injustice. Et aujourd'hui, 2 ans plus tard, on se rend compte que c'est de l'injustice totale. Donc je pense qu'aujourd'hui, lui, il a peur de cette injustice, mais il n'a jamais eu peur de la justice comorienne. S'il avait eu peur de la justice comorienne, s'il avait quelque chose à se reprocher, je pense qu'il ne serait pas allé aux Comores. Il aurait trouvé un moyen pour rester à l'extérieur pendant des années, mais c'est qui n'est pas son cas. Maître, vous pouvez bien évidemment réagir sur votre client, même si vous êtes là aussi pour... c'est votre métier, mais je pense que vous ne défendez pas mais je l'ai rencontré, c'est un homme vertueux, un homme de foi, donc ça, de toute façon, c'est indéniable. Et c'est ce qui doit gêner effectivement le président Azali aujourd'hui, parce que de toute façon, son aura gêne la présidence actuelle. Maître, d'abord un mot sur ce dossier vide. Un peu, vous êtes sur le dossier maintenant depuis plusieurs mois. Et puis ces décisions, je vais vous laisser bien évidemment prendre la parole, le rapport de Doul Kamal. Il y a aussi cette décision de l'ONU qui qualifie de détention arbitraire. Et ce n'est pas appliqué, ce n'est pas pris en compte notamment par Azali et son régime et son pouvoir. Alors il y a des interventions effectivement qui sont faites et pas des moindres, puisque 2 institutions internationales, que ce soit l'ONU ou que ce soit l'OUA, ont constaté qu'en fait la détention était arbitraire et qu'en fait il devait être libéré immédiatement. Azali n'en a pas tenu compte. Et puis on voit bien que de toute façon ces décisions ont constaté que la circulaire qui a prononcé la résidence surveillée n'était motivée que par l'aspect d'opposant politique du président Sambi à l'encontre du président Azali. Donc c'est uniquement ceci qui a motivé effectivement sa résidence surveillée et sa détention par la suite. Parce que, vu les intentions qu'avait le président Azali et qu'il n'avait pas caché de modifier la Constitution, de supprimer la Cour constitutionnelle qui était la Cour suprême et de ne plus avoir de contre-pouvoir. Et bien dans ces conditions, c'est évident que le président Sambi avait fait valoir ses arguments et son opposition, et c'est ce qui a été le plus déterminant justement dans la mésentente et surtout le fait que Azali a voulu se débarrasser de lui. Il a voulu se débarrasser d'un opposant. C'est clairement exprimé dans les décisions de l'OUA et dans les décisions de l'ONU. Et donc personne n'en tient compte. Et moi, là où je suis vraiment scandalisé, c'est que toutes les interventions qu'on a pu faire auprès par exemple, des pays européens, de certains gouvernements, de certains dirigeants, on n'est pas écouté. C'est-à-dire qu'en réalité, avec ces colorations et ces décisions internationales de l'ONU et de l'OUA, eh bien, personne n'en tient compte et personne n'ose réagir vis-à-vis du président Azali. Vous n'êtes pas écouté, le président Sambi n'est pas écouté, en tout cas sa situation, l'international en tout cas, certaines ONG, l'ONU, etc., organismes interviennent, mais ça ne bouge pas du côté de Sambi, mais il y a aussi la France qui ne répond pas. C'est quoi? C'est aussi une pression économique. Alors on sait qu'on a parlé évidemment de ce gisement qui a été découvert, il y a une pression aussi des Émirats. C'est ça aussi, c'est une mainmise pour continuer à diriger le pays par rapport à ces enjeux économiques, notamment géopolitiques? À la diplomatie, on a l'impression que rien ne bouge et que dans ces conditions, eh bien, le monde est plus parfait ainsi et qu'il ne faut pas faire de vagues. Mais en réalité, moi, je suis pas un militant qui vient défendre effectivement les intérêts du président Sambi. Je suis un avocat et donc j'agis avec les armes que l'on me donne et les arguments juridiques que l'on peut avoir, que je vais trouver dans la Constitution comorienne ou que je vais trouver dans le Code de procédure pénale. Or, c'est impossible de les appliquer. Et quand on voit, par exemple, qu'il y a cette ordonnance du 2 janvier 2020 qui autorise Ahmed Abdallah Sambi à partir à l'étranger pour des soins médicaux suite aux prescriptions de son médecin traitant Saïd Ali Abdou, c'est signé le 2 janvier par le juge d'instruction et qu'on n'a pas justement la possibilité de la faire appliquer depuis le 2 janvier 2020. Donc on voit véritablement que l'immixtion du gouvernement, pas simplement d'Azali, mais de tout le gouvernement, puisque quand on voit que les ministres qui viennent se ranger derrière le chapeau du président Azali en
disant c'est lui seul qui décide, etc. Et puis les Comores sont un État souverain, il n'y a pas que le juge qui décide, c'est aussi le gouvernement qui doit décider. C'est en ce sens que j'ai dirigé mes flèches vis-à-vis du gouvernement comorien, dans la mesure où en fait il est responsable, complice des décisions d'Azali. Il n'y a pas qu'Azali de toute façon qui prend ces décisions. Le gouvernement le couvre complètement et ils doivent en payer. Ils seront comptables justement tous de ce qui arrive aujourd'hui et de cette atteinte aux droits de l'homme. Et j'espère que le procureur de la Cour pénale internationale va ouvrir une enquête et va pouvoir les poursuivre tous, parce que la justice n'existe pas là-bas. Vous êtes optimiste quand on sait qu'on a beaucoup de mal à faire bouger des dictatures. Il y a des pays aujourd'hui qui sont sous pression de ce diktat, qui sont sous pression aussi de ces hommes qui, coûte que coûte, souhaitent garder le pouvoir. Et il y a toujours ce silence, malgré la pression. Vous restez optimiste tout de même? Je reste optimiste parce que les institutions sont là pour ça. La Cour pénale internationale est là pour cela, pour qu'on puisse dénoncer auprès d'elle, justement. On ne peut pas la saisir directement, puisqu'en fait, on peut saisir que le procureur qui doit enquêter et dans ces conditions, qui doit poursuivre, qui doit saisir la Cour pénale, justement, pour pouvoir introduire une action à l'encontre du gouvernement comorien et à l'encontre du président Azali. Donc je reste optimiste. Les institutions sont là pour cela. Et d'autre part, on a tout à fait la possibilité justement de pouvoir être écouté parce que la justice n'existe pas dans ce pays. Oui, pareil, moi je me pose la question, je me demande comment cette ordonnance judiciaire, je le précise bien, c'est pas une ordonnance, c'est une ordonnance judiciaire, signée, datée, on a le cachet du juge d'instruction et qui autorise mon père à avoir accès à des soins médicaux par une évacuation médicale. Comment cette ordonnance a-t-elle pu rester lettre morte? Alors qu'on nous dise, c'est la justice, moi je veux bien, mais pourquoi cette ordonnance n'a pas été appliquée? Moi, c'est la question que je me pose. Alors que le juge vienne nous dire, qu'il prenne les micros ou qu'il s'explique. Parce qu'il a sorti une ordonnance qui n'a pas abouti. Cette ordonnance de janvier 2020 n'est pas appliquée et j'ai envie de dire qu'elle est mise totalement de côté par Azali et son gouvernement. Quelle nouvelle pression peut faire la Cour pénale? Ça, c'est un des éléments. La Cour pénale internationale va voir, en fonction de ce que nous lui avons adressé, le fait que l'exécutif, le gouvernement et le président interviennent dans le pouvoir judiciaire et interviennent dans des décisions de justice pour qu'elles ne soient pas appliquées, ne serait-ce que par la preuve de cette ordonnance qui date effectivement de janvier dernier. Eh bien, de par leur intervention, ils doivent être poursuivis devant la Cour pénale internationale. Parce que, en fait, on voit bien que ce n'est pas la justice qui va décider. On voit bien que lorsque le président de la Cour d'appel de Moroni a été limogé parce qu'il avait l'intention, au vu de ce dossier qui est vide et au vu de l'absence de charge à l'encontre du président Azali, on voit bien l'intervention et l'émission de l'exécutif à l'encontre du pouvoir judiciaire. C'est pas la justice qui décide. La justice, dans n'importe quel pays démocratique, doit être indépendante. Ça existe depuis Montesquieu, c'est depuis effectivement le siècle des Lumières. La justice est indépendante de tout pouvoir politique. C'est écrit dans la Constitution des Comores avec l'article 28. Donc c'est en ce sens que c'est une atteinte aux droits de l'homme et c'est en ce sens que c'est un crime contre l'humanité. Parce qu'on ne peut pas être détenu pour ses idées politiques, on ne peut pas être détenu pour son opposition, et ça c'est un crime contre l'humanité. Vous faites penser beaucoup à l'Algérie. Je sais que vous êtes étudiante en droit. Je suis élève avocate. Voilà, élève avocate, hein, vous y êtes. Vous avez envie aussi d'aider, de continuer à suivre ce chemin, d'aider les autres. Je sais que vous m'aviez dit, bon, ce n'est pas spécialement ma spécialité, mais vous maîtrisez quand même assez bien le dossier, notamment une petite partie de la géopolitique. Est-ce que vous pouvez aussi nous rappeler un peu les éléments, dans quel contexte a été élu, enfin placé donc Azali en tant que président? Il ne faisait pas partie de ses primaires. Et en plus de ça, il y a ce qui est important, il y a ce changement de constitution. Ça veut dire que cette tournante tous les 5 ans n'existe plus. Je vous laisse détailler. Alors moi, de ce que j'ai compris, parce que c'est vrai que c'est assez délicat, parce qu'on nous dit d'un côté que la tournante, on n'y a pas mis fin, mais qu'elle ne sera plus tous les 5 ans, mais plus tous les 10 ans. Donc cela signifie qu'à l'heure actuelle, pour qu'un Anjouanais puisse présider le pays, il va falloir attendre 10 ans. Et pour qu'un Moulien puisse présider le pays, il va falloir attendre 20 ans. Et donc c'est vrai que c'est assez aberrant, enfin moi je trouve à titre personnel,
Oui, puis il n'y a pas de démocratie et les habitants de chaque île ne s'y retrouvent pas non plus. On s'y met un peu. C'est vrai que les Comoriens en général, là aujourd'hui j'ai vu un article d'un journal, d'un quotidien comorien, Al Fajr, ou la Gazette des Comores, je ne me rappelle plus lequel des deux, mais j'ai vu un article, le titre c'était « Les Comoriens n'adhèrent pas à la politique du président Azali ». Je pense que le président Azali et son gouvernement le savent eux-mêmes, parce que je pense que lorsque la population adhère, on le voit, et lorsque la population n'adhère pas, on le voit aussi. Donc c'est vrai que c'est très compliqué au niveau de la géopolitique comorienne par rapport à tous ces changements qui ont eu lieu. Moi, je sais juste que mon père était opposé au changement de la constitution comorienne et à ce qu'on touche à cette présidente tournante. Et là, encore pire, si j'ose dire, l'autonomie des îles. Parce que dans l'ancienne constitution, les gouverneurs des îles avaient quand même une autonomie, avaient quand même des compétences, que le terre réservé. Et aujourd'hui, ils ont été vidés de leur pouvoir ou de leurs compétences. C'est-à-dire, pour être clair, ça serait dirigé par un président, un chef d'État. Un président qui n'a plus de vice-président, un président qui n'a plus de gouverneurs qui ont une compétence. Et moi, personnellement, en tant que Comorienne, alors c'est vrai que les gens ont du mal, lorsqu'on parle, à nous différencier de la fille de Sambi, mais avant d'être la fille de Sambi, je suis une Comorienne comme tout le monde. Avant que Sambi soit Sambi lui-même connu pour être un président, c'est un père de famille, c'est un mari, c'est un grand-père. Donc moi, en tant que Comorienne, c'est vrai que, comme la majorité des Comoriens, je n'adhère pas du tout à ce changement de la Constitution, mais ça n'engage que moi. C'est à titre personnel. Je crois que ça fait plaisir à tout démocrate et à tout individu. Je sais qu'en France, on était sur du 7 ans, maintenant on est passé à 5 ans. Alors est-ce que c'est bien? Mais c'est bien qu'il y ait un renouveau. Et en tout cas, ce qui est important, c'est de ne pas imposer un changement de constitution comme ça parce que j'arrive au pouvoir. Je crois que ça, c'est un élément qui... Moi, je pense que le président Azali et son gouvernement, parce que comme Maître Halimi l'a rappelé, je ne pense pas que le président Azali soit le seul à prendre ces décisions. Moi, par exemple, revenons à l'affaire de mon père, ce n'est pas lui qui signe, ce n'est pas lui qui l'a mis en résidence surveillée, ce n'est pas sa signature. C'est un juge, c'est un secrétaire du ministère de l'Intérieur. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut que ces personnes à qui notre Constitution donne des pouvoirs, il faut que ces personnes-là exercent leur pouvoir. Et si ils sont dans l'incapacité totale d'exercer leur pouvoir, qu'ils nous le disent, qu'ils dénoncent et qu'ils disent que, voilà, je suis juge d'instruction par exemple, j'ai sorti une ordonnance qui libère une personne suspectée dans une affaire et dont j'ai la charge de l'instruction. Mon ordonnance n'a pas été appliquée, il n'est plus dans mon ressort, mais qu'ils le disent. Parce que derrière, qu'est-ce qui se passe? L'exécutif se cache derrière cette justice, comme Maître Halimi l'a rappelé, qui n'existe pas. Mais moi, j'ai quand même espoir. Comme un juge, comme le juge Giano, je ne sais pas s'il voulait vraiment... Parce qu'il l'avait dit apparemment, qu'il voulait libérer toutes les personnes. Ce n'était pas que Sambi, parce que moi, aujourd'hui, je parle de Sambi, mais il y a des milliers d'autres Comoriens qui sont emprisonnés et dont les délais légaux, comme dans le cas de mon père, sont dépassés depuis longtemps. Donc ce juge-là, ce n'était pas pour Sambi seulement, mais il s'était engagé apparemment à faire respecter la loi, c'est-à-dire strictement la loi. La loi dit que c'est 8 mois de détention provisoire maximum dans notre pays, c'est 8 mois. Au bout de 8 mois, toute personne, que ce soit Sambi, que ce soit un Comorien lambda, une femme, toute personne doit retrouver sa liberté. Donc c'est pour ça, et je pense que le juge Giano était aussi au courant du fait que ce dossier était vide et qu'il y a quand même beaucoup d'irrégularités qui se sont cumulées ces 2 dernières années. C'est pour ça qu'il voulait libérer toutes ces personnes-là et parmi elles, Sambi. Donc que la justice fasse son travail. Moi, mon père, quand il est descendu aux Comores, c'est parce qu'il avait confiance à la justice comorienne. Il avait confiance à la justice comorienne. Comme moi, aujourd'hui, je me mets devant vous, je suis pessimiste, mais j'ai quand même l'espoir. Je me dis, pourquoi pas? Il y a eu Giano, il peut en avoir d'autres qui n'acceptent pas que des décisions judiciaires restent lettres mortes, qu'il se passe des irrégularités aussi flagrantes et qu'ils ne puissent pas faire quelque chose. Parce que, comme le dit Maître Halimi, c'est eux qui sont responsables, c'est leur signature. Donc, à la Cour pénale internationale, comment ils vont se défendre? Comment ils vont se défendre en disant « je n'ai pas respecté le droit, je n'ai pas suivi les règles de mon pays » et comment ils vont se défendre? Donc, j'appelle les juges, les magistrats comoriens, j'en appelle à eux pour qu'ils appliquent leur serment. Ils ont prêté serment. Ils ont prêté serment. Donc, qu'ils appliquent ce qu'ils ont appris, qu'ils respectent la loi. Et s'ils ne peuvent pas le faire,
alors qu'ils le dénoncent. Que tout Comorien le savent. C'est un peu la particularité de ces justices aussi du téléphone où il y a une pression. Est-ce qu'on sait, alors encore une fois, je sais que ce n'est pas spécialement vos spécialités, mais est-ce qu'on sait qu'il y a, il y a une gouvernance militaire? Est-ce qu'on sait, est-ce que les Comores aujourd'hui sont dirigés? Alors c'est vrai que vous disiez que ce n'est pas spécialement Azali qui dirige tout seul. Alors je prends l'exemple de l'Algérie parce qu'on travaille beaucoup dessus. On sait très bien que ce n'est pas Bouteflika pendant longtemps qui a géré le pays, encore moins Tebboune aujourd'hui, qui a encore des militaires derrière. Est-ce qu'il y a cette présence aux Comores, par exemple? Alors, par rapport aux images Rappelons que nous qu'Azali voyons... est un officier. Un colonel, Un un colonel. ancien colonel, Un ancien. effectivement. Quand il a été putschiste, il était colonel. Donc c'était en 2009, c'est ça? En 1999 pour En le 1999, militaire, oui. Et il est toujours militaire jusqu'à aujourd'hui. Moi, lorsque je regarde mon île, alors ça, c'est un constat que je fais. Ce n'est pas pour parler pour ne Oui, rien on dire. parle à la Comorienne. On a quand même, exactement. Moi, lorsque je regarde les îles, mon île, l'île d'Anjouan, à chaque fois que je vois des images, de camions militaires, on entend des histoires, on voit des images, on voit des photos qui circulent, que voilà, il y a quand même un État assez militarisé, mais je pense que c'est un peu partout, hein, dans tout l'archipel, hein, parce que j'ai vu aussi des images à la Grande Comore, j'ai vu aussi des images à Amouélie, où l'armée, avec le couvre-feu, où l'armée est quand même assez sur le terrain. Mais là, c'est pour le couvre-feu, c'est pour le coronavirus. Sa présence, sa prestance de cet homme au pouvoir, aux instances, est-ce qu'elle est reconnue plutôt comme démocrate? Alors je me fais un peu une question assez simpliste. Est-ce que aux Comores, est-ce que c'est plutôt un président reconnu comme plutôt démocrate, ouvert, ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui a une certaine présence à pouvoir diriger les choses d'une manière? Je pense que le peuple s'exprime, vous le ressentez. Oui, le peuple s'exprime, et même la diaspora. Je tiens à préciser que la diaspora comorienne, depuis les élections qui ont eu lieu en 2019, s'est quand même mobilisée, et c'est la première fois dans l'histoire des Comores que la diaspora s'est autant mobilisée. Alors c'était du Sénégal, en passant par la Réunion, par la France bien sûr, et ils se sont mobilisés non-stop depuis 2019, et c'est la pandémie qui les a bloqués. Et même malgré ça... Sachant qu'il y a plus de Comoriens dans la diaspora qu'aux Comores eux-mêmes. Ah, ça par contre, je n'ai pas les chiffres, mais ce que je peux vous assurer, c'est qu'il ne fait pas l'unanimité. Et ça, ce n'est pas la fille de Sambi qui le dit, c'est tous les Comoriens qui le disent et qui le voient. Et voilà, on a une diaspora, il y a même un mouvement qui s'appelle Daoula Yahaki, c'est-à-dire pour un état de droit. Et ces gens-là, c'est des Comoriens de tous bords, de tout âge, des femmes, des hommes qui dénoncent ce qui se passe dans notre pays et qui le dénoncent assez fortement et depuis une année. Et ça n'a pas fini, ça continue encore parce qu'une partie de la population ne reconnaît même plus le président Azali comme étant un président qui aurait été il manque de réélu en légitimité 2019. aussi. Voilà, et ça, je pense que les Comoriens le constatent où qu'ils soient dans le monde. Nos frères et sœurs comoriens, comoriennes qu'on a eu le plaisir de croiser place de la République. Exactement, exactement. Régulièrement, d'ailleurs, une grande partie des dimanches aux côtés des Algériens. Exactement. Tout à fait. Exactement. Mettre la suite, là je fais vraiment encore appel au jury sur un dossier comme celui-là, assez conséquent, avec un homme qui est aujourd'hui malheureusement encore une fois enfermé. Comment vous envisagez un peu la suite? Alors, cette semaine, j'ai adressé au juge d'instruction une demande de mise en liberté et une demande de non-lieu, puisqu'en fait, j'ai tiré la conclusion que dans le dossier, il n'y avait rien et que dans ces conditions, il devait lui aussi en tirer les conséquences et ne pas renvoyer M. Sambi devant un tribunal correctionnel dans la mesure où le dossier était vide et prononcer un non-lieu et en tirer les conséquences et le remettre en liberté. Donc je n'ai pas encore la réponse. Il faut effectivement que le juge d'instruction Ali Haman nous réponde sur ce point. Et puis j'attends effectivement la réponse du procureur de la CPI pour avoir des suites par rapport à ceci. Mais il est clair que de toute façon, tous les ministres qui interviennent aujourd'hui pour défendre Azali et dire que les Comores sont un État souverain et que c'est Azali et le gouvernement qui doit décider et ne pas laisser, si vous voulez, cette responsabilité au juge d'instruction, eh bien déterminent encore une fois le malaise et leur faute.
Vous parliez de ce dossier vide avec un manque d'éléments et vous y êtes maintenant depuis plusieurs mois, donc je pense que vous êtes le mieux placé pour le savoir. Le fait qu'il n'y ait pas de jugement sur ce président, sur M. Sambi, c'est parce que le dossier est vide en fait? C'est que le pouvoir comorien n'a pas de quoi arriver C'est évident au que palais. depuis 13 mois, il n'a pas été convoqué. Depuis 13 mois, il n'a pas été entendu. Depuis 13 mois, il n'y a pas eu d'acte d'instruction. Et puis, ainsi que Mme Tislam Sambi l'exprimait en vous disant que de toute façon, lorsqu'il y a eu la dernière confrontation avec Ali Swahili et Bakar Dossar, ces ministres des Finances successifs, ils ont précisé que de toute façon, le président Sambi n'était pas homme à s'ingérer dans les affaires de l'État, dans les affaires financières de l'État, qu'il n'avait pas la gestion des fonds et qui n'avait pas accès à la BCE, et en tant qu'ordonnateur des finances de l'État, c'est eux-mêmes qui avaient la main sur ces finances et sur la gestion effectivement de la BCC. Mais à aucun moment le président Sambi justement n'avait accès à ceci. Alors il y a eu effectivement aussi ce rapport qui est un leurre, ce rapport d'Ould Kamal qui est assez critiqué justement par le président Sambi lui-même. Mais on voit que sur ce rapport, sur 5 personnes de la commission d'Ould Kamal, il y a eu 3 députés qui ont dénoncé en disant nous ne sommes pas les signataires de ceci. C'est un rapport qui date de 8 décembre 2017. Mais en fait, Ould Kamal se serait déplacé dans les Émirats le 12 alors qu'en réalité, on a ce rapport qui a été rendu 3 jours plus tard ou 2 jours plus tôt. Donc on voit bien que de toute façon, il y a des incohérences dans ce rapport d'Ould Kamal qui fait que de toute façon, il n'est pas crédible. Exactement. Et puis, il y a eu des approximations. Les sommes qui sont relevées, on parle de 105 millions de dollars, on parle de 135 millions de dollars. Aujourd'hui, on parle de 200 millions de dollars. Donc on ne voit pas comment le président Sambi, vous savez, ce sont des sommes qu'on ne peut pas cacher. Donc aujourd'hui, si le président Sambi avait ne serait-ce que le moindre chèque, ou ne serait-ce que des espèces qui représenteraient plusieurs tonnes, de milliards de francs comoriens, etc., qui auraient été cachés par rapport à cela, on aurait retrouvé. À aucun moment, on a retrouvé la trace d'un chèque, la trace d'un compte, la trace d'une ouverture de compte à l'étranger ou d'une banque ou quoi que ce soit. Donc c'est ça une charge. Quand on parle de corruption, quand on parle de détournement de fonds, etc., qu'on vienne le prouver, qu'on vienne m'apporter la preuve. Il n'y a pas un centime dont on a apporté une preuve de corruption. Exactement. Moi, sur le rapport d'Ould Kamal, j'aimerais préciser que ce rapport que la majorité des Comoriens ne reconnaissent pas, c'est un rapport qui est appelé un rapport parlementaire. Sauf que le rapport n'a jamais été présenté au Parlement comorien, qui avait quand même mis en place une commission d'enquête. Le rapport a fuité sur les réseaux sociaux. Et c'est ce rapport-là qui n'est pas reconnu par les membres, la majorité des membres de cette commission. Et c'est sur la base de ce rapport-là que mon père a été inculpé. Aujourd'hui, moi, je demande au juge d'instruction de nous dire exactement ce qu'il a contre mon père. Parce que lorsqu'on regarde, nous avons les preuves de son innocence. Mon père est innocent. Mon père est innocent. Et qu'on vienne nous dire non, mais non, il y a quand même des preuves, il y a quand même quelque chose. En dehors du rapport qui a été écrit par Ould Kamal, signé par Ould Kamal, avec beaucoup d'incohérences, avec des vérités absolues qui sont citées sans jamais être prouvées, aucune preuve, ni même aucun début de preuve n'a été trouvé contre mon père. Ce sont des sommes qui seraient donc, même si vous le démontrez, qu'il n'y a aujourd'hui pas un centime, pas un chèque, pas une liquidité, ce sont des sommes qui auraient été donc versées à mon père. Alors ça, c'est pour la corruption. Ça serait des sommes qui auraient été versées par mon père, par des autorités émiraties. Et le rapport cite, oui, ce sont des autorités émiraties pour avoir, notamment pour mettre en place la loi sur la citoyenneté économique, pour faire voter la loi. Sauf que ces autorités émiraties qui auraient donné cette information, on ne connaît pas leur nom. On ne connaît pas leur fonction parce que c'est une autorité, c'est pas une personne, c'est qui? C'est un ministre, c'est qui? Exactement, c'est des anonymes, il n'y a aucune preuve et il n'y a même aucun début de preuve et ils osent quand même, le juge d'instruction ose quand même maintenir mon père en prison depuis tout ce temps, depuis le 20 avril 2019. Le juge d'instruction n'a jamais convoqué mon père. Ça fait 13 ou 14 mois que mon père est isolé, tout seul, il ne voit pas sa femme. Il ne voit pas ses enfants, il ne voit personne. Tout ça parce qu'un juge en a décidé ainsi, parce qu'une poignée de personnes en ont décidé ainsi. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand, moi, Tislam Ahmed Abdallah Sambi, je ne vais pas voir mon père? Jusqu'à quand? Je pose aujourd'hui la question à cette justice comorienne, à tous ces magistrats et à tous les Comoriens qui vont pouvoir me voir. Combien de Ramadan? Combien d'anniversaires?
combien d'années mon père vrai va que ce encore sont des passer actes, en prison pour rien. enfin, c'est inhumain. C'est vrai que de pouvoir isoler comme ça un homme pendant plusieurs mois et ne pas avoir accès. C'est un opposant. C'est un opposant. Et puis, d'autant plus que, si vous voulez, on lui reproche d'avoir promulgué cette loi, c'est-à-dire de s'être vendu aux Émirats. Mais en réalité, ni Kililou par la suite, qui a exercé la présidence, ni aujourd'hui le président Elle est toujours Azali, qui appliquée, la loi. 24 ans. Elle est toujours appliquée aujourd'hui. Ils n'ont pas abrogé cette loi, elle est toujours d'application. Exactement. Et pour autant, on est en train d'enfermer une personne, de briser, de l'humilier, de le séquestrer. En plus, il est malade, on ne le laisse même pas se soigner. Mais l'objectif de tout ça, il faut qu'on nous dise la vérité. Nous, la famille, on demande la justice qu'elle se prononce. Soit c'est la justice qui gère, soit c'est quelqu'un d'autre. Mais Comme vient de dire Maître, dire. c'est un opposant qui, demain, il est libéré. Il fait peur aux élections. Il pourrait conseiller. Demain, il est vous libéré. disiez tout à l'heure, il conseille, il soutient un candidat. Demain, il est libéré. Je pense que mon père va passer plusieurs mois, voire plusieurs années, à essayer de reconstruire pas sa famille, mais sa santé, se traiter. Mais ça fait 2 ans. Nous, on a fait 2 mois de confinement en France. 2 mois. Et je pense que déjà fait. Exactement. Mais lui, ça fait 2 ans. Et c'est pire qu'un confinement. Nous, on pouvait faire du sport, on pouvait aller faire nos courses, on pouvait mettre un masque et essayer de faire une petite balade. Mais lui, ça fait 2 ans. À l'heure actuelle, mon père ne peut même plus se déplacer. Donc, je ne comprends pas. 1 minute, un dernier mot avant de vous laisser ensuite le dernier mot aussi peut-être. Vous m'avez dit que vous étiez optimiste tout de même. Oui, il faut garder l'espoir si vous voulez qu'effectivement on doit y arriver. C'est pas possible de toute façon. Les Comores ont toujours trouvé des solutions pour s'en sortir. C'est un pays courageux, c'est un pays avec un peuple de qualité et un peuple courageux. Donc en fait, il faut trouver des solutions. Et il faut que le président Azali et son gouvernement comprennent qu'en fait, ils ne peuvent pas suivre cette voie et qu'ils doivent en tenir compte et mettre en liberté le président Sambi. Un dernier mot peut-être d'abord. Le message que vous voulez passer, vous êtes très optimiste, on l'a vu dans vos messages, mais je pense que c'est aussi une famille meurtrie aujourd'hui. Exactement, une famille assez meurtrie parce qu'on est dans l'impossibilité, on ne sait pas du tout ce qui nous attend, on ne sait pas du tout ce qui attend notre père. Et, vous l'avez eu au téléphone? Non, il n'a plus de téléphone. Il est enfermé dans des conditions de détention. Moi, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que je n'ai pas entendu sa voix. Ça fait 2 ans que je ne l'ai pas vu. Je n'ai de ses nouvelles qu'à travers des personnes qui ont l'autorisation pour aller le voir. Donc moi, aujourd'hui, je demande que tout cela, que toute cette mascarade ou que la justice prenne ses responsabilités. Voilà. Et je reste quand même optimiste parce que, comme mon père l'a dit, nous n'avons pas peur de la justice, mais nous avons peur de l'injustice. Merci Tislam Sambi d'avoir été avec nous. Vous êtes optimiste. En tout cas, vous avez de très bons messages d'espoir. Étudiante, élève en avocat, c'est le droit chemin que vous voulez prendre. C'est un beau message de vouloir aussi défendre les autres. Vous êtes donc la fille du président Ahmed Abdallah Sambi. Maître, merci d'avoir été avec nous, d'avoir pris le temps. Maître Jean-Gilles Halimi, donc avocat. Et puis donc vous défendez donc votre client, donc le président Ahmed Abdallah Sambi. Merci les garçons en régie d'avoir réalisé techniquement cette émission. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, bien évidemment, la page Facebook, la page YouTube d'Awalas TV. On aura le plaisir de vous proposer une nouvelle émission consacrée aux Comores et à cette situation d'un point de vue géopolitique et vous donner aussi des nouvelles du président. Nasser Djoudi, merci d'avoir préparé cette émission à mes côtés. Bonne soirée. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouveau numéro de Sans Frontières.